messieurs, chers amis, le FIC arrive à sa fin et c'est souvent à la fin qu'on a le meilleur. Et donc, vous pouvez vous attendre à des interventions de très grande qualité. J'ai le plaisir d'accueillir au nom du FIC Marie-Laure Denis, qui est la présidente de la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et liberté, qui protège nos données à caractère personnel. Elle interviendra tout à l'heure, je la remercie au nom de toute l'équipe FIC. Et puis, parmi vous, il y en a sans doute qui ont entendu parler de Max Schrems, les juristes surtout, lorsqu'ils sont appelés à commenter l'arrêt de la Cour de justice européenne, l'arrêt Max Schrems, puis le Max Schrems 2, en attendant peut-être le Max Schrems 3. Et donc, c'est quand même très intéressant en termes d'actualité juridique de l'avoir parmi nous aujourd'hui. Et donc, il participera à la table ronde tout à l'heure. Alors, avant, je vais introduire, si je puis dire, les propos de Thierry Breton. Thierry Breton, notre commissaire, qui aurait dû être présent, mais qui était confronté à un empêchement de dernière minute. Donc, il a tenu absolument à être parmi nous par vidéo interposée. On a pris un peu de temps parce qu'elle passait par Vladivostok, Verkhoyansk, Singapour, Valparaiso, Washington, Romorantin, Couche-les-Mines et revenait sur l'île. Donc, le temps que ça passe et que ça s'enregistre, ça vous explique le petit retard. Mais je suis heureux donc de lui céder la parole. Thierry Breton, pour vous dire, c'est un petit peu celui à cause de qui le FIC est arrivé. Avec lui, en 2004, on a rédigé un rapport sur la cybercriminalité. Et dans ce rapport, qu'on remettait au gouvernement, il était dit il faut décloisonner. Et quand je suis arrivé à Lille, j'ai appliqué un des principes du rapport Breton, décloisonnons. Et j'ai créé le FIC. Voilà, donc c'est un peu un des pères spirituels du FIC que nous accueillons et je lui cède et l'image et la parole. Participer à ce forum, qui est un événement de référence en Europe en matière de cybersécurité, sujet qui m'est cher, comme vous le savez toutes et tous. Alors évidemment, aujourd'hui, nous partageons tous la conviction qu'il est absolument essentiel pour l'Europe d'investir de manière significative, mais aussi urgente, dans la cybersécurité. L'Europe, on le sait, vous en avez longuement parlé au cours de ces 2 derniers jours, la cible de très nombreuses attaques, dont le but est tout simplement, il faut appeler les choses par leur nom, de déstabiliser nos économies et aussi nos sociétés, et en un mot, notre système démocratique. Ces attaques reflètent le fait que l'Union européenne est devenue un acteur géopolitique de premier plan. Il faut qu'on en soit conscient, et c'est effectivement notre responsabilité que de protéger ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Mais les événements récents, quotidiens même, j'allais dire, nous rappellent évidemment combien l'Europe et plus globalement le monde est vulnérable évidemment aux cyberattaques de très grande ampleur. Alors, je peux en citer quelques-unes évidemment, les attaques contre le système de santé irlandais en pleine crise sanitaire, le ransomware identifié par Kaseya, le piratage de la Colonial Pipeline ou encore les cyberattaques contre la municipalité d'Anhalt-Bitterfeld en Allemagne, celle de Thessalonique en Grèce. Enfin voilà, la liste malheureusement ne cesse de s'allonger tous les jours. Je voudrais juste vous rappeler que selon l'Agence européenne pour la cybersécurité, l'ENISA, les attaques sur nos chaînes d'approvisionnement devrait encore continuer à se voir se multiplier significativement. On estime que ce sera sans doute multiplié par 4 en 2021 par rapport à l'année dernière. Alors évidemment, avec une connectivité traditionnelle en hausse, avec évidemment le déploiement de la 5G, puis la 6G, l'explosion des objets connectés, l'intensification et l'utilisation des données industrielles, qui va être la grande histoire et le grand bouleversement porteur de beaucoup de progrès des années à venir, la surface de risque s'accroît. Et au fond, on passe d'un monde où la surface de risque était limitée à quelques data centers à un monde où la surface de risque, c'est tout notre continent.
Et sans surprise, les attaques dans le cloud, du reste, ont évidemment très significativement augmenté. Et les chiffres que vous connaissez montrent une augmentation de plus de 600%, sont évidemment préoccupants et traduisent un phénomène absolument majeur. Les secteurs du transport, les secteurs gouvernementaux, de l'industrie, évidemment, sont les plus touchés, et on comprend pourquoi. Alors, pour mieux nous protéger, notre seule option est évidemment, c'est notre intime conviction, et la mienne en particulier, commissaire en charge notamment de la défense, ici à la Commission européenne, c'est d'agir ensemble, et d'agir ensemble au niveau européen. Je suis aussi le commissaire en charge du marché intérieur. Notre marché, il est très large, c'est le plus grand du monde, le plus vaste du monde. Il est très interconnecté. Mais on sait que dans un marché aussi large et dans un marché aussi interconnecté, nous sommes, vis-à-vis des menaces et des attaques dans le monde de la cybersécurité, ce marché, il fait en sorte que nous sommes aussi forts que le maillon le plus faible. Hein. Et donc, on doit significativement améliorer notre niveau de sécurité, et on ne peut le faire que de façon collective. Alors pour ce faire, nous avons besoin de technologies de pointe, d'infrastructures sécurisées, d'exigences communes aussi, évidemment, et puis d'une coopération opérationnelle accrue, et puis enfin, de sanctions effectives et rapides. C'est pourquoi la Commission a présenté en décembre 2020 une nouvelle stratégie européenne intégrée de cybersécurité que j'ai appelé un peu un bouclier cyber européen, afin de protéger, détecter, défendre et dissuader. Alors voilà, ça c'est les 4 piliers, on va dire, hein, donc, de ce bouclier. Protéger d'abord, évidemment en remontant le niveau de sécurité au sein du marché intérieur. Et je compte beaucoup sur notre nouveau centre de compétences cyber pour organiser plus efficacement la recherche technologique européenne, mais aussi renforcer notre souveraineté technologique. L'Union, ses États membres et ses acteurs privés devraient investir plus que 4,5 milliards d'euros sur la période 21-27 dans le développement et le déploiement de technologies de cybersécurité. Donc c'est un montant significatif, plus important qu'on n'ait jamais mobilisé. Nous avons aussi proposé de réviser, comme vous le savez, le cadre des directives sécurité des réseaux, la fameuse directive Nice, hein, mais aussi ce qui concerne la résilience des infrastructures critiques, CER. Et nous travaillons enfin sur un nouveau règlement sur la cybersécurité des produits, mais aussi des services, afin de mettre en œuvre un principe que l'on pourrait qualifier de cybersécurité par design. Deuxième point, c'est détecter, ce qui est absolument essentiel en matière cyber. Aujourd'hui, il faut en moyenne 180-190 jours pour détecter une attaque sophistiquée. Alors évidemment, il faut réduire drastiquement ce temps et le ramener à quelques heures. Pour ça, j'ai proposé la mise en place d'un réseau européen de centres opérationnels de sécurité, qu'on appelle les SOC, hein, les Security Operations Centers. Donc ces centres vont structurer le réseau grâce à des technologies d'intelligence artificielle, afin de détecter partout en Europe donc, des signaux faibles d'attaque. Donc 5, 6, 7 de ces centres vont pouvoir couvrir un peu, créer une sorte de bulle en matière cyber autour de nos infrastructures européennes. Troisième point, c'est évidemment défendre. Oui, je le dis sans embâche, l'Europe doit mieux s'équiper pour pouvoir faire face à une ou des attaques majeures. Et c'est l'ambition et l'objectif de l'unité conjointe cyber que nous avons présentée en juin dernier, afin de jeter les premières bases d'une capacité réellement opérationnelle de gestion de crise et de solidarité européenne. Alors, on a bien identifié les insuffisances, évidemment, hein, du système actuel, vous les connaissez, trop d'acteurs de cybersécurité qui travaillent de plus en plus en silo, de manière trop fragmentée. Il faut donc évidemment plus de coordination opérationnelle et technique, et je souhaite que nous puissions avancer très rapidement avec tous les États membres dans cette proposition, qui est ambitieuse, j'en ai conscience, mais absolument nécessaire. Et puis enfin, le quatrième pilier, c'est dissuader, car pour devenir un acteur global sur la cyber, ben oui, il faut là aussi appeler un chat un chat. L'Europe doit se doter d'une véritable doctrine en matière de cyberattaque, ainsi que des capacités opérationnelles de cyberdéfense.
Voilà, nous devons être capables d'avancer rapidement sur nos capacités d'attribution et puis aussi de développer une véritable comment dire, diplomatie cyber, comme nous venons de le faire par exemple avec les premières sanctions prononcées contre des acteurs ayant mené dernièrement, vous l'avez vu, des attaques cyber en Europe. Et dans le cadre du Fonds européen de défense dont j'ai la charge, je voulais vous indiquer également que nous allons financer de nombreux projets de cyberdéfense, comprenant notamment une plus grande capacité de surveillance et d'anticipation des attaques. Voilà, mesdames et messieurs, je voudrais vous dire en conclusion qu'aujourd'hui, face à la sophistication des attaques, aucun pays, je le répète, aucun pays ne peut faire face seul à la menace cyber, parce qu'évidemment, elle ne connaît pas de frontières. Et donc, on doit équiper l'Europe de la capacité nécessaire pour prendre en main sa cybersécurité globalement. Vous savez que dans ce combat qui est nécessaire, qui sera long, vous pouvez compter évidemment sur mon engagement plein et entier et évidemment celui de la Commission. Je voudrais vous féliciter pour ce colloque. Je connais beaucoup de ces acteurs. Je suis très impressionné par ce qu'ils font pour œuvrer dans le sens de l'intérêt général que vous défendez, toutes et tous, de là où vous êtes, pour être des acteurs importants de la protection cyber en Europe. Merci. Marie-Laure Denis, bienvenue. Merci à vous, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de vous recevoir. On va commencer par une question très simple. Tout le monde vous connaît ici, bien évidemment, mais quel est le rôle de la CNIL en matière de cybersécurité, précisément ? Alors, la CNIL, si je dis deux mots du RGPD juste avant de parler de la CNIL, parce que c'est un lien sur la cybersécurité, vous savez que le RGPD, qui est applicable depuis mai 2018, est le seul texte, en fait, qui impose des obligations de moyens renforcés aux entreprises, aux organismes publics, en matière de sécurité, de protection de leur traitement de données. Tant pour les responsables de traitement que pour les sous-traitants, avec des risques de sanctions à la clé. Et le RGPD impose plusieurs obligations. La première, c'est que tous ces organismes ou ces entreprises doivent avoir un registre des violations de données, un registre interne. Par ailleurs, elles doivent notifier aux autorités de protection de données les violations qui leur paraissent comporter des risques pour les droits et les libertés des individus. Et enfin, et ça se fait souvent dans le cadre d'un dialogue avec nous, elles décident ou pas, en fonction de la sensibilité des données qui ont été l'objet de ces violations et du volume de ces données, d'informer leurs clients ou leurs usagers. Et la CNIL est très impliquée dans l'accompagnement de ces publics. D'une part, le grand public, on est très actif dans le cadre d'une fédération d'associations, de fondations d'entreprises sur l'éducation numérique qui s'appelle EduCNUM. Par ailleurs, on essaye vraiment d'apporter des documents, des outils extrêmement pratiques, extrêmement concrets aux responsables de traitement, que ce soit notamment les TPE, PME ou les collectivités locales, par exemple un guide sur la sécurité des données personnelles, un guide sur la façon de réaliser des analyses d'impact, qui est un outil qui doit être justement utilisé lorsqu'on met en œuvre des traitements qui comportent des risques en matière de sécurité des données. En tout cas, il y a un volet sécurité dans ces AIPD, comme on dit en bon français, en quelque sorte. On essaye aussi d'être très pratico-pratique, donc on met par exemple sur notre site, qui recèle beaucoup de contenu sur ces sujets, la violation du trimestre, en quelque sorte, où on décortique les faits, la façon d'y remédier. Voilà, donc ça, ce sont des cas pratiques utiles. Et puis, on est très attentifs, par exemple, à donner des conseils, même sur des sujets relativement simples, comme les mots de passe, où on va actualiser le mois prochain, à l'occasion du mois cyber, par exemple, notre recommandation sur les mots de passe. Et puis, naturellement, nous faisons beaucoup de contrôles, plusieurs centaines de contrôles par an. On constate qu'à chaque fois qu'on fait un contrôle,
il y a des failles de sécurité, en tout cas on en constate, et la moitié de nos sanctions comportent entre autres des manquements à la sécurité, et les sanctions au titre du RGPD sur ces questions de sécurité peuvent monter jusqu'à 2% du chiffre d'affaires annuel mondial d'une entreprise ou à 10 millions d'euros, et l'ensemble des autorités de protection des données en Europe s'en emparent. Par exemple, l'ICO, notre homologue britannique, mais dans le cadre d'un traitement des plaintes transfrontaliers auquel la CNIL a participé, prononcé une amende de 18 et de 20 millions de livres sterling à l'encontre de Marriott et de British Airways pour des violations en matière de données. Et puis enfin, c'est la raison de ma présence ici, mais surtout de la présence des équipes de la CNIL dans ce dialogue très régulier que nous nous réjouissons d'avoir avec ce bel événement qu'est le FIC, c'est de tisser des liens avec la communauté cyber dans différents groupes professionnels pour nous assurer que les questions de protection des données sont bien incluses, incorporées dans les outils de protection des systèmes informatiques. By design, donc. By design, voilà. Exactement. Alors, je vais me permettre, vous parlez de la protection des données, je vais me permettre de poser une question un petit peu d'actualité. Je pense que ça intéressera tout le monde ici, mais c'est vrai qu'avec l'extension du pass sanitaire et les récentes fuites de données issues du fichier SIDEP, est-ce qu'aujourd'hui les données de santé des Français sont assez protégées ? Alors les données de santé, c'est vraiment une de nos préoccupations majeures. Le collège de la CNIL et ses équipes travaillent beaucoup sur ces questions. Vous parlez du pass sanitaire. Plus globalement, depuis le début de cette crise sanitaire, la CNIL s'est beaucoup impliquée sur les systèmes d'information qui ont été mis en œuvre pour gérer cette crise. Vous parliez de privacy by design. On a été très impliqués, même en amont, sur l'application de traçage numérique Stop Covid, qui est devenu Tous Anti-Covid. On a rendu au moins une dizaine d'avis sur l'ensemble de ces systèmes d'information. Je pense à SIDEP qui collecte les tests, les résultats des tests, à Contact Covid qui recense les cas contacts, au système d'information sur les vaccins. On rend un rapport trimestriel au Parlement tous les 3 mois sur la mise en œuvre de ces traitements. On est rentré beaucoup dans le détail. Quelle traçabilité pour les accès, quelle conservation des données, est-ce que surtout les 2 piliers qui sont essentiels en matière de protection des données, la nécessité du traitement, ces traitements sont-ils vraiment nécessaires, est-ce que ce qui est prévu est proportionné par rapport à la finalité du traitement? On a vraiment analysé tout ça de façon très serrée, et on a mené quand même depuis le début de la crise sanitaire une trentaine de contrôles sur l'ensemble de ces systèmes, en veillant naturellement à ne pas perturber ceux qui gèrent cette crise et qui ont beaucoup à faire par ailleurs. Donc on est très vigilant sur la question des données de santé. Et vous évoquiez une fuite récente, en tout cas une exposition de centaines de milliers de données de dépistage de tests qui sont hébergées temporairement par un serveur administré par un prestataire privé, d'ailleurs comme le nom ne l'indique pas, France Test, et avant d'être déversées dans justement le système d'information SIDEP. Alors nous avons naturellement pris contact tout de suite avec le prestataire, nous nous sommes assurés que ces données n'étaient plus exposées, nous avons diligenté un contrôle en ligne, d'autres contrôles sont en cours, et comme c'est une affaire en cours d'instruction qui peut, le cas échéant, donner lieu à des sanctions, je n'en dirai pas plus, mais en revanche, je voudrais attirer l'attention sur le fait que c'est vrai que la crise sanitaire, par la rapidité des traitements qui ont pu, des outils qui ont pu être mis en œuvre, et par la multiplicité des acteurs, peut comporter naturellement des failles, et nous devons tous être extrêmement vigilants compte tenu de la sensibilité de ces données à l'ensemble des maillons du traitement des données, parce que c'est naturellement le maillon faible qui va être celui qui va poser problème. Donc quand la CNIL, qui peut être parfois vue comme un poil à gratter en quelque sorte, pointe un certain nombre d'exigences ou de points d'attention, en tout cas dans le domaine de la santé, malheureusement les faits nous donnent raison, et je crois que nous avons tous intérêt à protéger nos systèmes et nos traitements de données au mieux.
Mais je pense que vous avez été identifié quand même par les Français, notamment au travers de tous ces rapports que vous avez publiés depuis le début de la crise, comme vraiment étant un organisme qui veille au respect des données personnelles. De manière plus générale, quels ont été les constats de la CNIL en matière de cybersécurité depuis le début de cette crise sanitaire ? Alors, comme tous ceux qui sont ici, nous avons constaté une augmentation considérable des attaques. À la CNIL, on peut le mesurer très précisément, parce que je parlais de l'obligation de notifier les violations de données. Là, depuis les 8 premiers mois de l'année, on est à 3500 notifications de violations de données. Sur toute l'année 2020, on était à 3000, donc 3500 sur 8 mois cette année, 3000 en 2020 et 2300 en 2019. Je pense que cette intensification des violations des données, elle est naturellement liée à une digitalisation très rapide de la société, le télétravail, l'enseignement à distance, la télémédecine qui est passée en 2020 en France de 60 000 consultations à 5 millions, 60 000 en 2019, 5 500 000 facturés en 2020 d'après l'assurance maladie. Et tout ça probablement avec des outils qui ont été mis en œuvre sans que la protection des données soit le curseur principal, parce qu'il y avait une urgence à agir, parce qu'on a privilégié des outils que tout le monde connaissait dans sa vie personnelle. Voilà, donc c'est un problème. Et nous essayons de donner beaucoup de conseils très pratiques à la fois aux salariés et aux employeurs. Aux employeurs, je leur dirais, établissez une charte informatique, veillez à vous assurer que vous équipez vos salariés avec des VPN, des pare-feux, des antivirus. Utilisez des systèmes d'authentification qui tiennent la route, des outils de visioconférence qui, par exemple, comme le fait la CNIL, ont été certifiés par l'ANSSI. Et quant aux salariés, je leur dirais, essayez de ne pas faire chez vous ce que vous ne feriez pas au bureau. Essayez de chiffrer votre connexion Wi-Fi, d'utiliser votre VPN, de bien distinguer vos espaces de stockage professionnels et personnels pour que votre employeur n'ait accès qu'aux espaces de stockage professionnels. Voilà. Alors, durant la prochaine table ronde, nous allons avoir entre autres Max Schrems autour de la table, qui donc a permis l'invalidation du Privacy Shield. Quelle est la position européenne, en tout cas sur le cloud aujourd'hui ? Alors en tout cas, les autorités de protection des données de l'Union européenne et de plus en plus de responsables politiques nationaux et européens souhaitent que, et en tout cas c'est le cas de la CNIL, que les données sensibles notamment soient hébergées en Europe, et non seulement qu'elles soient hébergées en Europe, mais qu'elles soient hébergées au sein d'entités qui sont exclusivement soumises au droit européen et aux juridictions européennes pour éviter tout risque d'accès par des autorités étrangères à ces données. Donc, comme vous l'avez dit, la Cour de justice de l'Union européenne, Max Schrems est dans l'assistance et vous en parlera probablement beaucoup mieux que moi dans la prochaine table ronde, a invalidé le Privacy Shield, c'est-à-dire cet accord qui encadrait les échanges de données entre l'Europe et les États-Unis. Précisément parce qu'il y avait un risque d'accès à ces données par les services américains. À la CNIL, nous essayons naturellement d'accompagner les responsables de traitement, en cherchant d'ailleurs à les faire évoluer, en ayant un dialogue avec les responsables du cloud pour voir dans quelle mesure il existe, et elle commence à exister réellement des alternatives viables pour ce faire. Et nous avons concentré notamment notre action sur deux thématiques récemment, l'hébergement de la plateforme nationale des données de santé, le Health Data Hub, qui est hébergé, c'est un très beau projet en matière de recherche en santé, mais qui est hébergé par Microsoft. Et après un dialogue très, très intense avec le gouvernement, nous avons obtenu l'assurance du ministère de la Santé qu'il fallait que ces données soient hébergées par une solution, en tout cas, qui soit exclusivement soumise avec une deadline et une date de transition, une durée de transition réduite, exclusivement par une entité relevant du droit européen.
Et les responsables de traitement viennent nous voir. Par exemple, nous avons reçu une demande de conseil qui concerne l'enseignement supérieur. La conférence des présidents d'université, la conférence des grandes écoles, nous a saisis, suite à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, sur ce qu'il fallait faire avec les données et l'hébergement des données des suites collaboratives pour l'éducation fournies par les prestataires américains. Et là aussi, nous cherchons à les accompagner parce qu'il y a des données sensibles, il y a des données de recherche, il y a des données de santé, il y a des données qui concernent des mineurs, il y a énormément de données dont on ne peut pas exclure qu'elles puissent être exposées à un risque d'accès par les autorités américaines. Et là aussi, il faut trouver une solution d'hébergement qui évite ce risque. Voilà, donc nous sommes très... mais je pense qu'il y a un contexte extrêmement intéressant, très volontariste, me semble-t-il. Cet arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, ça peut être un catalyseur. De toute façon, c'est une obligation juridique. Ça peut être un catalyseur vraiment pour que l'Europe se prenne en main dans ce domaine. Le commissaire Thierry Breton parlait de souveraineté numérique européenne. Ça ne doit pas être un vain mot. En plus, ça vient, il faut prendre ça comme une opportunité, non pas comme une contrainte. Et à un moment où la plupart des pays européens sont engagés dans un plan de relance, en plus industriel, avec des fonds qui sont dégagés pour le numérique, ça peut être une des composantes tout à fait pertinentes, utiles et même indispensables pour la protection de nos données de ce plan de relance. Écoutez, Marie-Laure Denis, merci infiniment d'être venue sur le plateau du FIC. C'était très intéressant et on va continuer d'ailleurs à parler de souveraineté numérique européenne également dans la table ronde qui suit. Merci beaucoup. On peut retrouver les rapports de la CNIL sur votre site internet. Ah, tout à fait, sur vos recommandations dont vous parliez. Et si je peux me permettre, on a même fait une brochure spécifique sur la cybersécurité. Voilà. Très bien. À retrouver donc sur votre site internet. Sur notre site, tout à fait. Merci, voilà, madame. Très bien. Merci à vous. Merci infiniment.